Donc nous sommes là pour le podcast de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. On a une invitée avec nous, Alexia. Bonjour. Bonjour. Donc je m'appelle Alexia Boyer, moi je suis journaliste et je viens de terminer un certificat en journalisme à l'Université de Montréal. Et dans ce cadre-là, j'ai fait beaucoup de journalisme étudiant et j'ai créé mon propre podcast qui s'appelle Québec au pluriel, en 3 mots. Et j'ai eu la chance que Pierre me contacte pour venir faire un épisode avec des jeunes de la Maison des Jeunes. Alors moi c'était, je suis un jeune qui fréquente souvent la Maison des Jeunes en été, puis je fais partie de la SIEC. Moi je m'appelle Safia, j'ai 15 ans et je fais partie de la SIEC. Allô, moi je m'appelle Basma, j'ai 14 ans et je suis membre de la SIEC. Parfait. Et moi c'est Sana et je suis chargée de projet à la SIEC et en même temps je dirige le podcast avec Pierre. Est-ce que quelqu'un peut expliquer un peu c'est quoi la Maison des Jeunes ? Du coup, la Maison des Jeunes, c'est une maison des jeunes. C'est pour inviter plusieurs jeunes à jouer dans la maison. Tout court. C'est par et pour les jeunes, ça c'est important. Ouais. Ça c'est le slogan de la Maison des Jeunes. Dans toutes les activités qu'on fait ici, il faut que ce soit les jeunes qui les fassent. Nous, on les organise, on aide les jeunes à les organiser, on aide par exemple les sorties, que ce soit des tournages, que ce soit d'autres choses, mais c'est vraiment important que ce soit les jeunes qui sont acteurs de tout ce qu'on fait. Sinon, ça ne servirait à rien. Donc voilà, c'est la Maison des Jeunes. Et c'est toute l'année ? Toute l'année. Tous les jours ? Non. Du mardi au samedi ? Non, du mercredi au samedi. Ouais. Bon, nous, on fait télétravail. Ouais, c'est vrai, on est au YMCA. Le mardi, à partir de 16h, il y a des activités sportives au YMCA de Cartierville. Sinon, à la Maison des Jeunes, c'est vraiment du mercredi au samedi. Genre. Mais d'ailleurs, en dehors de YMCA, il y a quoi d'autre à la Maison des Jeunes que vous connaissez ? Comme programme, comme choses à faire ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a les sorties. Genre chaque samedi, la plupart du temps, c'est des sorties. Surtout en été, il y a beaucoup de sorties. Les vendredis en été, c'est toujours les barbecues. On a toujours un barbecue par semaine. Puis c'est ça. Puis des fois, par exemple, pendant l'école, on a des soirées jeux de société, soirées films. Il y a des activités aussi, genre pour comme se développer et avoir confiance en nous. Par exemple, la dernière fois, il y avait comme des trucs de genre skincare pour les filles. Genre, okay. Il y avait que aussi, pour les filles. Ouais, vraiment que pour les filles. Les garçons, ils ont pas le droit. Il y avait aussi genre comment genre entretenir ses cheveux, par exemple, comme des soins pour les cheveux. Il y avait aussi un podcast pour les filles, puis des choses comme ça pour vraiment se développer. Ok. Et tu parlais de sorties, moi ça m'intrigue. Vous allez où ? Par exemple, on est parti la semaine prochaine, cette semaine, ce samedi, on va à La Ronde. Ah oui, c'est vrai, c'est cette semaine. Waouh, je suis jamais allée moi encore. Je te conseille, c'est jamais allé. La semaine passée, on est parti à la plage. On part, c'est vraiment genre des activités qu'ils choisissent avant comme le début de l'été. Puis comme c'est vraiment des bonnes activités. Et quand tu dis ils, c'est les jeunes ? Les intervenants de la Maison des Jeunes. Ok. Mais on s'inspire beaucoup de ce qu'ils aiment quand même. D'accord. Mais ouais, la plupart du temps, la programmation de l'été, on le prévoit, on va dire, en mai. Et comme ça, on book tout, vu que c'est chaque samedi. D'accord. Et donc là, c'est n'importe quel jeune qui veut venir, il s'inscrit et il vient ? Premier arrivé, premier servi. Ah d'accord, carrément le matin... Non, mais je vais dire les inscriptions. Faut s'inscrire. Ok. Mais je vais dire premier arrivé, premier servi. Du coup, ils viennent prendre la feuille d'inscription et le premier qui dépose sa feuille d'inscription complétée par les parents, du coup, sa place est garantie. Ok. Par exemple, il y a l'atelier podcast de Pierre, il y a les ateliers de cuisine de Salima. Et, vidéo en plus maintenant. Vidéo. Ouais. Amenta cuisine aussi. Et pendant l'été, exclusivement, elle fait saveur d'été aussi. On fait des petits boissons comme que tu bois pendant l'été. Par exemple, la dernière fois, on avait fait de la limonade de melon d'eau. Oh. Sinon, à part ça, il y a aussi des activités du YMCA. Ouais. C'est du sport, ça ? Volley, soccer et basket. Ok. Et du coup, Ted et Safia, vous êtes des jeunes de la Maison des Jeunes. Mais Basma, est-ce que tu étais déjà venue ou pas avant ? Non, c'est la première fois que j'entends parler de la MDJ, mais j'ai vraiment aimé. Cette année. Donc, tu as commencé à venir grâce à la SIEC ? Oui. Tu penses que tu vas continuer à venir durant l'été ? Oui, bien durant sûr. l'année, pardon. Ouais, c'est sûr. T'aimes ça ? Vraiment, ouais, j'aime les activités qu'ils offrent, même si je ne viens pas à toutes les activités.
Mais j'aime leur barbecue aussi pendant les vendredis. Et comment t'en as entendu parler? En fait, j'avais un contrat d'animation et il fallait que je fasse des bracelets avec d'autres jeunes qui viennent au barbecue. Puis, c'est comme ça que j'ai appris qu'ils font du barbecue chaque vendredi. Qu'est-ce qui t'a fait devenir journaliste? Alors, ça va être long. Moi, j'ai toujours adoré lire. Dès que j'ai appris à lire, vraiment, je faisais que lire. À tel point que quand ma mère me punissait, elle me confisquait mes livres. Parce que moi, je faisais pas mes devoirs, je lisais. Et notamment, ma tante, souvent, chaque année, en fait, pour notre anniversaire avec mon frère, elle nous offrait des abonnements à des revues. Et j'adorais, à chaque fois que chaque mois je recevais par la poste, c'était vraiment, je pouvais même pas attendre, j'étais encore dans la voiture que je commençais à lire. Et je me suis dit, mais c'est tellement génial, je devais avoir 8-9 ans, je me suis dit, c'est tellement génial, il faut que je fasse ça quand je serai grande. Et un jour, je me rappelle, j'étais toute contente, je vais voir mon père, je lui dis, j'ai trouvé ce que je veux faire quand je serai grande, je vais être journaliste. Et là, il me dit, oublie ça. Parce que il faut connaître du monde, il faut être connecté, il faut avoir du réseau. Et nous, on n'a pas de réseau dans ce domaine-là. On est des gens de la campagne. Donc voilà, j'avais toujours ce rêve en tête, mais avec cette croyance que c'était impossible. Croyance et en même temps, malheureusement, vérité aussi. Parce que quand je dis ça, à chaque fois, on me dit « Ah, mais ton père, il est horrible de t'avoir dit ça. » Mais malheureusement, s'il me l'a dit, c'est parce qu'il y avait un fond de vérité. Donc, quand j'ai fait mes études, je me suis plutôt, au départ, dirigée vers les métiers de la communication en entreprise. Parce que je me disais « c'est pas trop loin, mais c'est plus facile d'accès. » Et donc, j'ai travaillé quelques années en communication, mais c'était pas pour moi. Et à un moment, je me suis dit « Je vais continuer en communication, mais... » je voudrais davantage faire des vidéos, faire des podcasts. Donc, en fait, finalement, faire quelque chose qui se rapproche plus du journalisme. Et donc, je me suis inscrite à l'Université de Montréal au certificat en journalisme parce que je me suis dit, même si je ne veux pas être journaliste, c'est là que je vais aller chercher ces connaissances-là. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais mon contrat de travail précédent qui s'était terminé. Et donc, je cherchais aussi du travail et j'ai été embauchée au journal des étudiants de l'Université de Montréal. Et là, après 2 semaines, je savais que c'était ça. Tu me diras si je me trompe, mais moi je suis français, je viens du sud de la France aussi, du sud-est. Et en fait, on a l'impression que, tu sais, quand on parle de métier de communication, de journaliste et tout, que tout est centralisé à Paris. Alors qu'on peut être un journaliste régional, sans problème, puis faire toute notre vie comme ça. Mais que, vu que tout est centralisé dans la grosse ville, dans la capitale, c'est comme si c'était impossible quand on ne vient pas de Paris. Ouais, après, qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même vrai qu'il y a beaucoup de grands médias qui sont installés à Paris. Tout ce qui est les grandes chaînes de télé, là, ils sont à Paris. La réussite. Les grands médias, Le Monde, Libération, Le Figaro, ils sont tous à Paris. Je pense, il faudrait regarder des statistiques, mais je pense qu'en France, la majorité des journalistes vivent quand même à Paris ou autour. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi un autre problème, c'est que le salaire d'un journaliste, de moins en moins, permet de vivre à Paris, parce que la majorité des journalistes ne gagnent pas énormément d'argent, alors que la vie à Paris est extrêmement chère. Et à Montréal, c'est en train de devenir un problème aussi. Là, on voit les loyers qui augmentent de plus en plus. Moi, je suis journaliste pigiste. Le tarif des piges n'a pas augmenté depuis 10 ans. Alors que le coût de la vie, lui, il a augmenté. Donc, oui, il y a... Pour répondre à ta question, Pierre, je dirais que c'est un peu mitigé dans le sens où c'est vrai qu'il y a des journalistes en région. Qui vivent toute leur vie de ça. Mais même moi, je connais une personne, par exemple, qui travaille à France Bleu Vaucluse, à Avignon. Et cette personne a quand même commencé sa carrière à Paris. Et il y a... Si on regarde les écoles de journalisme, il y en a quand même plusieurs qui sont à Paris. Enfin, c'est difficile de ne pas passer par Paris à un moment de sa vie. Donc ça, c'est vrai que ça peut être limitant pour certaines personnes qui n'ont pas du tout envie de vivre à Paris. Moi, c'était pas mon cas. Après, je suis allée faire mes études là-bas et tout.
Mais c'était plutôt... moi, c'était le côté ne pas connaître de gens, parce que ce qui se dit beaucoup, c'est que si tu veux rentrer dans les médias, si tu veux faire des stages et être embauché, il faut que tu connaisses des gens qui te font rentrer. Et ça, c'est pas tout à fait vrai. Je connais plusieurs personnes qui venaient pas du tout de ce milieu-là et qui ont réussi à faire leur carrière. Après, c'est vrai que ça reste un milieu compétitif et que les gens qui ont un parent dans le domaine partent quand même avec une longueur d'avance. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est possible de devenir journaliste sans venir d'un milieu forcément connecté. Mais c'est toujours vivre avec une certaine incertitude, j'ai l'impression, d'être journaliste, d'être pigiste en fait. Donc comment toi justement tu vis avec cette incertitude à chaque fois ? Alors moi ça fait pas si longtemps que je suis journaliste, donc j'ai encore la chose de me dire que c'est le début de ma carrière, donc c'est normal quand t'es en début de carrière, quel que soit ton métier, t'as une certaine forme d'incertitude. Quand j'ai repris mes études, je me suis permis de le faire parce que j'avais quand même de l'argent de côté, donc là même si je commence à gagner ma vie comme journaliste, je pioche encore dans mes réserves. Et après, pour l'incertitude, je dirais qu'il y a aussi des bons et des mauvais côtés dans le fait d'être pigiste, mais je pense que ça s'applique à tous les gens qui sont travailleurs indépendants. C'est que oui, tu as l'incertitude de jamais savoir précisément combien tu vas gagner, mais tu as aussi la liberté immense. Moi, j'ai été salariée plusieurs années, puis le fait là de... si un jour je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Bon, après, je ne gagne pas d'argent. Mais j'ai plus... Enfin, c'est aussi génial, tu vois, de pouvoir là faire des projets comme je le fais. Comme aujourd'hui, on est un lundi et je suis ici et j'avais de compte à rendre à personne. Les projets, il y a beaucoup d'articles que j'écris, c'est moi qui écris aux médias en disant « j'ai eu telle idée, est-ce que ça vous tente ?» Et ce n'est pas quelqu'un qui vient me dire « tu vas faire un article sur tel sujet ». Donc moi, je trouve qu'il y a les pour et les contre et que ça s'équilibre dans mon cas. Après, je ne vais pas mentir, l'aspect financier est quand même un aspect crucial. J'ai la chance j'ai quand même un loyer raisonnable. Je ne suis pas quelqu'un de très dépensier. Donc là, financièrement, je m'en sors. Mais c'est vrai que, par exemple, si j'avais un enfant à charge, ça serait impossible. Vraiment, je m'en sors parce que je suis toute seule aussi. Mais j'imagine... Enfin, je connais même des personnes qui ont élevé des enfants en étant pigistes. Et là, c'est beaucoup plus stressant parce que tu n'as pas que toi, tu as aussi une famille à faire vivre. Est-ce que vous pouvez me répéter les métiers que vous voulez faire ? Moi, j'ai dit, je sais pas. T'avais dit cuisiner. Ouais, tu l'as dit. Okay. Cuisiner. T'as même dit dans ton propre restaurant. Ouais, chef dans de resto. Ses propres ouais, restaurants. c'est vrai. Dans plusieurs. il l'a dit. Il est ambitieux, mon gars. C'est vrai qu'il l'a dit. Toi, Basma ? Moi, j'aimerais être ophtalmologue. Ah, Oh, super. pourquoi les yeux en particulier ? Parce que la première fois parce que j'ai des lunettes, puis la première fois que je suis partie chez un ophtalmologue, j'ai vu tous les appareils, les machines, puis l'ophtalmologue lui-même était très éduqué sur ces machines-là, puis je me suis dit waouh, c'est cool. Puis C'est une spécialité vraiment. ouais. Ok. Je sais pas qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Ah ouais, pas la moindre idée. Non. Toi qui aimes le sport, ça te dirait pas que faire quelque chose dans le domaine du sport ? Non. Non ? Attends, mais tu l'as dit là tantôt dans l'éducation. Ah oui, c'est vrai. Je peux pas le faire. Ah Je peux oui, pas le c'est faire. vrai. Je dis, je voudrais, Mais c'est je quoi sais la pas. loi 21 en C'est fait ? ça. Est-ce que tu peux expliquer, Safia, ce que c'est? C'est interdit de porter des habits religieux ou des objets religieux dans le travail. Et être coach sportif, par exemple, c'est un peu de l'éducation, et en même Ouais. temps... Non ? Ça te plairait pas ? Non. Ben, j'y pense là, mais c'est un truc que je pourrais utiliser comme dernier recours. Mais là, pour l'instant, je vais rien faire. Comme pour l'instant là. Ok. De toute façon, t'as encore le temps. Ouais.
Est-ce que vous pensez que on a un seul métier dans une seule vie? Non. Pas forcément. Parce que la vie est longue. Genre, peut-être, par exemple, après plusieurs années d'avoir fait ce métier-là, tu vas être genre dégoûté. Genre, on a toujours besoin d'un changement dans la vie. Et genre, par exemple, peut-être que moi, je vais devenir chef cuisinier, mais qu'avant d'être chef cuisinier, je dois passer par plusieurs jobs. Et c'est ça que genre, tu as besoin de plusieurs facteurs pour ta réussite. Ok, je vais juste corriger ma question. Alors, est-ce que tu peux avoir une seule carrière en une seule vie? Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux un peu. Dépendamment de ta vocation, oui. Ok, c'est-à-dire, développe. Parce que ça dépend du métier. Parce que par exemple, si tu travailles dans genre la médecine, il y a plusieurs comme, comment je peux dire ça, mais genre branches de la médecine. Par exemple, pour être médecin, je peux commencer par être préposé, aide accompagnateur pour les personnes âgées. Je peux faire plusieurs choses pour arriver à être médecin et toujours rester dans la même branche. Genre. Et par exemple, être chef cuisinier, je peux d'abord être serveur, barman, travailler genre vraiment comme dans la cuisine, tu vois. Ça, je trouve ça super bien que tu envisages de monter les échelons aussi, parce que souvent on pense à un métier et on se rend pas compte qu'il y a plein de façons différentes d'arriver à un métier et qu'un parcours, ça se construit étape après étape et que parfois, il faut accepter aussi d'être patient. Et je pense que ça, parfois, ça dessert certaines personnes qui se découragent parce qu'ils n'acceptent pas d'être patients. Je suis totalement d'accord, mais ça veut dire que tu vois les choses comme vraiment, il y a un but à la fin, c'est ça? Ouais. Et si tu changes de but complètement au plein milieu de ta vie, par exemple, chef cuistot et finalement, ah non, j'ai envie de faire du cinéma, est-ce que ça marche ou pas? Bah moi, je dis que genre, tout est possible. Il faut juste que genre, tu as la volonté et tu crois en tes rêves. Genre, parce que si tu crois pas en tes rêves, personne ne pourra le faire à ta place. Donc, c'est vraiment question de volonté. Et si tu veux vraiment le faire, genre, ça tient à cœur. Même si tu changes de vocation, tu mettras genre vraiment tous tes efforts pour le devenir. Oui, puis parfois, tu sais pas aussi les opportunités qui vont s'offrir à toi. Si ça se trouve, tu as un ami qui va monter une compagnie, qui va te dire « Est-ce que tu veux travailler avec moi ?» Tu n'auras jamais pensé à ça avant. Et puis, tu vas dire « En fait... moi, je vois dans mon entourage, ma mère, par exemple, elle était infirmière. D'ailleurs, je suis passée devant l'hôpital où elle travaillait au Sacré-Cœur. Je lui ai envoyé une photo, je lui ai dit, ça te rappelle pas des petits souvenirs? Et puis, en fait, au bout d'une dizaine d'années, elle était complètement épuisée parce que déjà, à l'époque, les conditions de travail dans le milieu de la santé n'étaient pas idéales. Et puis ça, à cette époque-là, mon père était en train de créer sa compagnie. Il avait besoin de quelqu'un pour faire le secrétariat. Il me dit, est-ce que ça te tente? Puis finalement, elle a travaillé... 30 ans comme secrétaire, alors qu'elle n'y avait jamais pensé avant. Toi, Basma, t'en penses quoi? Ouais, je pense que tu peux changer de carrière au bout de ta vie si tu veux et si tu as la passion. Par exemple, si ça se peut qu'un docteur finit par avoir marre des chirurgies et tout, et décide de devenir un jardinier. C'est juste ses passions et ses qualités. Mais c'est drôle que vous dites ça, parce que je trouve que la société, justement, elle ne nous laisse pas du tout la place à ça. Ça veut dire que... justement, dès très jeune, on va poser la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et directement ça doit être le but ultime de la vie, et que j'ai pas l'impression que les jeunes ont conscience que clairement tu peux avoir 4-5 carrières dans ta vie, tu vois. Du coup, c'est vraiment, genre, je trouve ça bien que vous avez conscientisé là-dessus et que... Puis, qu'est-ce que vous pensez que, en fait, on peut aussi ne pas avoir de carrière, mais avoir juste des emplois dans sa vie, parce que je prends mon exemple, j'ai aucune carrière. Vraiment, une carrière, c'est vraiment dans un domaine précis. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut être heureux quand même, même si on n'a pas une carrière, mais qu'on a juste différents emplois tout au long de sa vie? Je pense que oui. Parce que genre, travailler aussi, c'est genre aimer le travail que tu fais. Ça veut pas dire que forcément tu as une carrière qui va définir genre ton travail et genre pourquoi tu le fais. C'est vraiment genre, par exemple, il y en a qui aiment travailler dans des usines. C'est vraiment quelque chose qu'ils aiment, être aussi agent de sécurité. Et c'est vraiment par rapport à tes valeurs et qu'est-ce que tu aimes vraiment, genre. 100%. Ouais, mais moi j'aimerais bien rebondir sur le fait que tu disais 4 ou 5 carrières. En fait, moi je le vois plus comme une seule carrière, mais avec plusieurs volets, tu vois. Pour moi, une carrière, en fait, c'est... Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que tout le monde a une carrière. Pour moi, c'est l'intégralité de tes expériences
et qu'elles peuvent être très variées, comme elles peuvent être, justement, vous parliez des médecins. Bon, les médecins, déjà, ils font 15 ans d'études avant de commencer à travailler, donc ils ont intérêt à travailler un petit moment pour rentabiliser. Mais tu as aussi des gens, moi-même, je ne considérais pas ça comme dans ma carrière, mais quand j'étais étudiante, j'ai fait plein de trucs différents. J'ai gardé beaucoup d'enfants. J'ai distribué des journaux gratuits dans la rue, à l'époque où ça se faisait encore. Quand je suis arrivée à Montréal, mon premier boulot, c'était hôtesse d'accueil dans un événement. J'ai fait plein de choses différentes. Et pour moi, c'est juste, voilà, tout fait partie d'un continuum qui m'a permis de développer mes capacités, de vivre des expériences. Et c'est ça, pour moi, une carrière, c'est ça, c'est juste la somme de tes expériences, sans forcément aussi, parce que quand on pense carrière, souvent, c'est genre on veut devenir le boss. Tu peux être très heureux sans jamais être le boss. D'ailleurs, ça va pas du tout à tout le monde. Il y a plein de gens, ils sont super malheureux quand ils ont des responsabilités comme ça. Et tu peux rester au même travail toute ta vie. Et si ça te convient, il n'y a pas besoin non plus de forcément vouloir toujours grimper les échelons, make money. C'est sûr. Est-ce que, justement, est-ce que vous basez votre vie sur le choix de votre métier, est-ce que vous le basez plus sur la notion de l'argent, ou alors est-ce que vous basez plus sur la notion de la passion? Moi, je pense que ça serait plutôt sur la notion de l'argent. Parce que, genre, à l'heure d'aujourd'hui, genre, vu qu'on est à Montréal, une ville métropole, et genre, il y a beaucoup genre, de travail, c'est vraiment beaucoup d'emplois. Les gens qui sont dans les banlieues viennent à Montréal. Ça veut dire que, genre, par exemple, le mode de vie augmente et devient cher. Ça veut dire que même si tu es vraiment passionné par un travail, tu vas choisir celui qui gagne plus parce que tu as besoin de ces ressources pour pouvoir survivre. C'est question aussi de survie et genre de qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu as besoin. Je suis d'accord, mais j'aimerais rajouter que moi, je trouverais bien que c'est égal. Tu trouves quelque chose que tu aimes et tu trouves... dans le même domaine, tu peux trouver plein de travaux. Puis, t'en choisis un qui paye le plus parce que tu dois survivre et tu as besoin d'argent pour survivre. Après, je pense que là, autour de la table, on est 3 personnes qui ont fait peut-être le choix moins de l'argent et plus de la passion, non ? Et est-ce que ça vous inspire quelque chose Parce que moi, c'est vrai que je sais pas où va aller, comment va se dérouler mon avenir, mais journaliste pigiste, c'est sûr que c'est pas le métier qui rapporte le plus. Avant ça, communication, c'est pas non plus un métier où on gagne énormément. Moi, j'ai toujours fait le choix de me dire que je préférais quand même faire des choses qui me plaisent. Il y a des gens qui détestent leur boulot mais qui gagnent beaucoup d'argent. D'ailleurs, je suis en train de lire un livre sur ça, d'une femme qui raconte que c'est une Américaine et ses parents sont indiens, je crois, et justement, elle raconte qu'elle avait ce truc de « mes parents, ils sont venus aux États-Unis pour que je me fasse une carrière » et qu'elle s'est forcée et qu'elle est arrivée à des postes hyper bien placés dans des entreprises. Elle gagnait super bien sa vie, mais elle disait tous les jours j'y allais, j'avais pas envie d'y aller. Moi, je pense pas que je serais capable de ça. Je pense qu'on est tous différents et qu'il y a aussi ça. Il y a des gens qui sont capables d'endurer pour l'argent, il y en a qui sont pas capables. Et pour moi, l'utilité sociale d'un emploi est autant, voire plus importante que la rémunération. Et je pense que quand on choisit de travailler dans une maison des jeunes, c'est peut-être ça aussi. Moi, quand je vois je vais pas citer d'emploi, mais il y a certains emplois, je me dis, mais à quoi ça sert dans cette société ? Et je serais pas capable de me lever tous les matins et de me dire, je vais faire un travail qui me rapporte de l'argent, mais qui ne sert strictement à rien. Moi, perso, j'ai toujours juste fait ce que je voulais, en fait. Comme je voulais travailler dans le cinéma, je travaillais dans le cinéma. Je voulais travailler dans le milieu de la télé, je travaillais dans la télé. Je voulais être recherchiste, j'étais recherchiste. Je voulais reprendre mes études à 30 ans, j'ai fait un bac et une maîtrise. Je voulais faire ce que en fait, à chaque fois que je voulais quelque chose, j'ai réussi à le faire. Donc, ça n'a jamais été une course à l'argent. C'est vraiment plus, je voulais travailler là-dedans, je l'ai fait. Moi, j'ai coché un nombre de trucs incroyables sur ma checklist. Mais j'ai juste passé ma vie à faire ce que je voulais faire, en fait. Est-ce que tu as une recette ? Parce que je trouve ça super inspirant que tu dis ça, parce que souvent,
Alors, Ouais, ça on peut a- paraître fou un peu. on a tendance à nous dire rêve pas trop gros, tu sais, surtout. Comme je disais, moi, on m'avait dit que journaliste c'était pas possible et il y avait un peu ce côté, tu viens de la campagne, genre, crois pas que tu vas devenir une méga star ou quoi, reste dans ton milieu social, reste dans. Et je trouve ça incroyable ce truc de j'ai voulu faire un truc, je l'ai fait. Parce que moi, j'ai pas du tout été éduquée comme ça. Bah moi, le seul truc qui m'a permis de changer autant, peut-être que c'est ça la recette, mais c'est j'ai vécu en coloc longtemps. Donc, vu que j'ai vécu en coloc longtemps, j'avais jamais un loyer énorme à payer. Ouais. Donc, je pouvais être dans un job et si ça me saoulait, j'allais voir un autre job. Parce que j'étais jamais, tu sais, genre propriétaire, j'ai pas d'hypothèque, tu vois ce que je veux dire. Donc là, maintenant, je me ressens un petit peu plus, là, je suis plus sérieux, je vis seul, puis... Mais t'es arrivé à la télé, t'étais genre bonjour, je veux travailler à la télé. J'avais des amis qui travaillaient dans la télé. Donc il y a des gens qui t'ont Ouais, c'est aidé ça. à chaque fois. Fait que j'ai été machiniste, après j'ai été électro, après j'ai été assistant réalisateur, après j'ai été script, après j'ai travaillé dans la prod. Moi, ça, c'est un conseil que j'aimerais donner aux jeunes, c'est soigner votre réseau. Et tout le monde, en fait, on a l'impression, parfois, on dit faire du réseautage, on a l'impression que c'est rencontrer des gens qui sont déjà importants. En vrai, votre réseau, c'est tous les gens qui vous entourent. Et vous savez jamais ce que les gens vont devenir. Il y a des gens, parfois, à l'école, tu sais, c'est genre... celui qui est super introverti, qui parle pas trop, et puis tu le recroises 15 ans plus tard, et là, la personne, elle s'est transformée, et elle fait un job de fou, et les gens qui étaient pas très sympas avec lui, bah forcément, il aura pas très envie de les aider. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, si j'ai un conseil à donner, je pense, ça serait vraiment... Votre réseau, il est partout autour de vous. Les gens qui disent « j'ai pas de réseau », en fait, c'est pas vrai, mis à part si t'es détestable avec tout le monde, mais sinon... Les gens, quand tu leur parles de ce que tu as envie de faire, tu as toujours quelqu'un qui dit « Ah, mais moi j'ai un cousin qui fait ça. Ah, bah, tu as envie de travailler dans un resto. Moi, je connais quelqu'un qui a un resto qui cherche quelqu'un pour faire la plonge. » Et peut-être que cette personne-là, bah, elle va t'engager pour faire la plonge, mais après, elle va dire « Ah, bah, tu veux faire serveur. Je te laisse faire serveur. » Et tu vas commencer, en fait, de quelque chose d'anodin. Ça va te permettre d'accéder à des choses que tu n'aurais jamais imaginées. C'est ça, donc c'est très important les contacts et tout que vous avez. Moi, je sais que ça m'a sauvé des fois entre deux jobs que j'avais pas, que j'ai des potes qui étaient serveurs ou maîtres d'hôtel. Ah bah viens travailler avec moi. Puis là, finalement, je vais être serveur pendant 1 mois et puis je vais pouvoir tout payer mes trucs, pas emprunter d'argent, pas de marge de crédit, pas de rien du tout. Puis je vais pouvoir continuer à payer mes trucs jusqu'à que moi, je continue à chercher un autre taf, en fait. Donc, c'est très important d'être en bon terme avec tout le monde. Ouais. Quoi. Et justement, si les gens, tu vois, si t'es embauché comme serveur et que les gens ils voient que t'es sérieux, bah peut-être que pour tu fais beaucoup d'argent. Oui, mais tu vois, si les gens ils voient que ce job-là, même si pour toi c'est juste un job d'appoint, mais que tu le fais sérieusement, bah quand il y aura une prochaine opportunité, ils se diront ok, peut-être que cette personne-là, je l'ai jamais vue faire cet autre boulot-là, mais par contre je connais sa personnalité, je sais qu'elle fait les choses sérieusement, et donc j'ai envie de lui donner sa chance pour ça. Mais je suis totalement d'accord avec ce conseil. Genre vraiment, je trouve que c'est un des meilleurs conseils dans le monde professionnel à avoir. Et même, je l'ai remarqué quand je suis venue ici. Et bah, à Bruxelles, bah, quand tu viens ici, tu connais absolument personne. Moi, je connaissais personne. Et je connais encore personne, je trouve. Genre... Tu nous connais, nous. Ouais, mais je veux dire, par rapport à justement mon réseau à Bruxelles, où comment je trouvais mais tellement facilement du travail que par du réseautage. Genre vraiment... Enfin, puis même, je fais de la photographie, du coup, je connaissais énormément de monde là-dedans. Je faisais du théâtre, je connaissais beaucoup de monde là-dedans, où j'allais avoir des pièces de théâtre gratuites, où j'étais invitée par plein de gens. Enfin, vraiment, genre, j'étais baignée dans un certain monde artistique là-bas, qu'aujourd'hui, je le suis plus du tout. Et que vraiment, je recommence, on va dire, de zéro, où quand je dois chercher des modèles
de blond, par exemple, atypique, ben, je mets 1000 ans à trouver quelqu'un, alors qu'à Bruxelles, je trouvais ça tellement rapidement. Mais tu commences à être exposé un peu ici et tout, dis-le. Mais je commence... Ça Enfin, non. commence. T'es une vedette? Sana, quand même. Moi, j'en ai Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. T'as quand même gagné des trucs et tout. Mais mon bien... Vas-y, dis-le. Bref. Et puis, je voulais rebondir aussi à ce que tu as dit tout à l'heure, que j'ai trouvé que c'était un point très intéressant, que tu as expliqué que les parents des migrants vont souvent déposer de la pression à l'enfant pour que, justement, nous, on a fait tout ça, on a traversé la mer pour toi, etc. Et ce qui est très admirable d'ailleurs. Mais que derrière, il va y avoir beaucoup de pression et que je connais énormément d'enfants d'immigrants qui ressentent ça et qui sont dans l'obligation, justement, à faire ingénierie ou alors médecine ou des choses assez payantes. Et je trouve ça assez drôle parce que justement, il y a un petit stéréotype que tous les Arabes veulent être ingénieurs. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est vrai que dans les familles arabes, très souvent, c'est très valorisé. Et même, j'ai envie de dire, même chez les Iraniens, par exemple, qui ne sont pas des Arabes, mais... on m'avait raconté qu'un surnom affectueux pour les enfants, c'est mon petit ingénieur. Au lieu de dire mon petit chéri, tu vas dire mon petit ingénieur. Ok. C'est drôle. Mais du coup, ouais. Donc, je vous pose la question à vous. Est-ce que vous, justement, parents d'émigrés, est-ce que vous sentez de la pression, justement, par rapport à un métier que vous devez choisir, etc. Toi, peut-être, tu l'as dit tout à l'heure, tes parents, ils veulent que tu deviennes médecin. Est-ce que tu as l'impression que c'est lié à ça ? Bon, en fait, je trouve que oui, et c'est pas question de mettre de la pression, c'est juste que, genre, en tant qu'enfant, en voyant, genre, le parcours de tes parents et tout ça, genre, ils ont quitté leur pays d'origine pour avoir une meilleure vie et une meilleure situation, t'as juste pas envie de les décevoir, genre, t'as l'impression que, genre, imaginons, à l'école, tu réussis pas bien, t'as l'impression de, genre, décevoir tes parents, et même, genre, en tant que personne, tu vas toi-même te mettre de la pression pour, genre, rendre fier tes parents, c'est plus pour rendre fier tes parents, c'est ça. Ouais. Basma ? Ben non, je ressens pas de pression. Ok. C'est juste, si je ramène des bonnes notes, c'est tout ce qu'ils veulent. Puis si je réussis dans la vie, c'est tout ce qu'ils veulent. Mais c'est Ben, quand même ils veulent quand même des bonnes notes. Ouais. réussir dans la vie, pour eux, c'est être contente. C'est... Ben, ils veulent que je me marie avant que je parte de la maison. Mais sinon, ouais, je peux faire ce que je veux, quel métier je veux. Puis c'est bien. Moi, j'aime bien. Moi, personnellement, tant qu'ils voient que je ramène des bonnes notes à la maison, je suis stable dans le système de l'école, ils diront qu'ils ont bien fait leur travail, de parents comme. Donc, je n'ai pas beaucoup de pression dessus. Donc toi, tu trouves que tes parents déposent leur travail en fonction des points que tu fais à l'école ? Ouais, quand même. Ok. Ben, ce que je fais dans la vie en général. Ok. Et petite question par rapport à l'école, justement. Est-ce que vous pensez que l'école, c'est si important que ça ou pas ? Moi, je trouve que, genre, c'est pas l'école qui définit la personne. Parce que, genre, pour moi, l'école, c'est genre... Je sais pas, c'est pas quelque chose qui va te définir. Par exemple, il y en a qui sont pas forts à l'école, mais ça veut pas dire d'eux que ils sont bêtes. Pour moi, genre, l'école, c'est comme si, genre, on te classifiait, genre, c'est pour déterminer, genre, ton niveau intellectuel et comment tu te débrouilles, genre, dans la société. Si on te laisse tout seul, comment tu vas te débrouiller. Alors que, par exemple, genre, les scientifiques, que, genre, vraiment les plus connus, on disait tous qu'ils étaient bêtes à l'école. Par exemple, Albert Einstein, on disait tous qu'il était bête. Pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un que, genre, on suit, par exemple, dans les maths, vraiment, genre, on suit tout ce qu'il a fait. Puis, comme, c'est les gens qu'on croit qu'ils sont fous, qu'après, on suit. Donc, c'est ça. Ok. Ouais. Moi, j'ai un autre point de vue. Moi, pour moi, l'école, c'est un endroit pour se réunir. Puis c'est la première étape dans la vie pour pour grimper à l'échelle. Je crois que c'est vraiment important parce que tu te fais des amis, tu te fais des relations, t'apprends pour la première fois. Puis, grâce à ces connaissances, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je trouve que l'école, c'est quand même important pour l'éducation. Comme c'est comme un stage à plusieurs étapes. Mais il y a quand même des matières que je dirais qu'on n'aura pas vraiment besoin. Là. Sinon, Comme quoi, par exemple? art plastique.
Non, moi, je suis pas d'accord. Mais Non, t'aimes moi, pas j'aime bien l'art plastique. Non, j'ai pas dit j'aime pas la matière. Ah. C'est pas un truc qu'on a besoin dans les bases du Mais- travail. Tu Mais est-ce que le rôle de l'école, justement, c'est pas aussi de te faire découvrir plein de choses vois. Ouais. que... Tu vois, genre, moi, j'adorais l'art plastique, Moi aussi. mais je savais que j'allais pas être artiste. Mais juste, j'adorais une heure par semaine faire de l'art et je suis contente que l'école m'ait donné cette opportunité. Non, mais je dis pas ça, c'est que c'est rendu à un moment où ils prennent l'art plastique comme une matière super importante. Comme des fois, Ah. ils peuvent te faire redoubler art plastique. Ah, sérieux? Ben, Mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. Hein. non, ils Redoubler art peuvent- plastique? Non, C'est ils c'est font un peu intense quand même. Ils te font redoubler art plastique si tu coules comme. C'est rendu à un moment où tu fais un truc, le prof va dire ah non, t'as mal fait ça, t'as mal fait ça. On est censé, on va dire, s'amuser pendant ce cours. Il y a des moments pour être sérieux, il y a des moments pour s'amuser. Mais du moment où tu fais redoubler la personne. Mais en soi, pourquoi mathématiques serait plus légitime que art plastique? Mais c'est parce que, genre, ça dépend des travails, mais pour certains travails, t'as vraiment beaucoup besoin, genre, des maths, du français. C'est vraiment des trucs qui sont essentiels pour, genre, ton travail. Alors que les arts plastiques, si, imagine, tu deviens artiste, oui, c'est bien, mais, genre, dans les travails, genre, du quotidien, t'as pas vraiment forcément besoin de l'art pour le mettre dans ton travail. Alors que dans les maths, t'en as besoin. Bah Je oui. suis pas d'accord. Après, est-ce que tu devrais pas finir ton secondaire à cause de l'art plastique? Tu vois, c'est... Imagine, t'as pas ton diplôme à cause de l'art plastique, c'est un peu dur quand même. Bah, je Ouais, mais comprends, ça, je comprends que c'est dur, mais c'est comme, pour moi, c'est la même connotation de dire Ouais. j'ai pas fini mon bac à cause de français. Genre. Enfin, dans le sens où, pour moi, l'art plastique, c'est un des seuls cours, et je trouve qu'il devrait tellement en avoir plus, où il y a une expression autre que justement quelque chose de plus formel. C'est donner de la créativité aux jeunes, je trouve que c'est tellement important. Et dans le sens où pourquoi je pense que je suis pas d'accord avec Ted, le fait de dire que ouais mais on l'utilise pas tant, c'est que si on utilise tout le temps notre créativité, on utilise tout le temps notre manière de s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Puis genre c'est pas simplement le fait de savoir peindre ou savoir dessiner, je pense pas, mais c'est plus une manière de dire ok regardez on peut s'exprimer d'une autre façon et je pense pas que ça devrait être genre sous-estimé. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi que c'est super important d'avoir accès à cette créativité et tout ça. Après, là où j'aurais deux choses, c'est déjà, est-ce que vous avez combien d'heures d'art plastique par semaine? Ça aussi, je suis d'accord. Parce C'est que- 1 heure. Ouais. Voilà, est-ce qu'une heure, ça permet vraiment de se développer? Et est-ce qu'un élève qui a vraiment des difficultés en art plastique, là où par exemple en mathématiques, il va avoir plusieurs heures de cours, il va avoir du soutien scolaire et tout, est-ce qu'en art, on va lui offrir ce soutien-là? Et je pense, tu vois, par exemple, à un de mes cousins qui avait, je pense pas il avait coulé, mais presque coulé art plastique. Et lui, il a un TSA, donc il est autiste. Et il y a aussi certaines personnes qui, du fait de leurs conditions neurodéveloppementales, n'ont pas forcément les mêmes habiletés que les autres. Et est-ce que l'art plastique, ça devrait le bloquer dans son cheminement? Parce que sa manière de fonctionner fait qu'il n'arrive pas à avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui n'est pas autiste, par exemple. Mais ça, je suis 100% d'accord avec toi, mais d'un autre côté, c'est la même chose pour les autres cours, je trouve. Mais j'ai Dans- l'impression que les autres cours, tu peux plus travailler là où l'art, en plus, t'en fais une fois par semaine, c'est un peu plus instinctif, tu vois. Mais justement, je suis d'accord avec toi qu'en fonction des heures données par l'établissement, que là, ça va de soi que si effectivement tu doubles juste pour 1 heure durant ta semaine, c'est dégueulasse. Mais dans le sens où moi, je dirais justement, il faudrait plus d'art plastique, il faudrait plus de... Enfin, il faudrait le mettre au même nom que les autres titres, tu vois. Ouais. Et c'est plus dans ce sens-là. Mais dans notre réalité à nous aujourd'hui, oui, effectivement, rater art plastique et pas avoir son bac juste pour ça, là, je comprends Safia, effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous seriez d'accord d'avoir plus d'heures d'école par semaine pour avoir plus d'heures d'art plastique? Non, jamais. Mais la manière où tu l'as amené, toi aussi. Bah oui, mais si on augmente le nombre d'heures d'art plastique, ça veut dire qu'il y a plus d'heures à l'école. Et si on diminue un tout petit peu mathématiques et français pour mettre un peu plus d'art plastique, est-ce que là, ça vous parle? Ouais, moi je serais d'accord parce que je trouve que genre ils priorisent, genre dans le système scolaire montréalais et québécois, ils priorisent trop les maths et les français par exemple, genre parce que nous c'est des cycles de 9 jours. Sur 9 jours, tu as 8 cours de français et 6 cours de maths. Ça veut dire que genre la plupart du temps,
c'est souvent les mêmes matières que tu retrouves, alors qu'il y en a que pour certains, c'est des matières qui les font aimer de venir à l'école, genre qu'ils aiment ça, que c'est leur passion. Mais je trouve que genre 2 cours par 9 jours, sur 9 jours, c'est pas beaucoup. Genre, ils devraient augmenter, par exemple. Mais vous avez combien d'heures de français et de maths, justement? C'est 1h15 minutes à chaque cours. Ouais. Mais vous avez combien de cours? 8 pour 9, ouais. 8 sur 9 jours. 8 cours de Mais français. par contre, moi, sur c'est 9. pas... moi, j'ai 9 fois par 9 jours. Ah, mais toi, t'es enrichi, ouais, non? c'est Ça ça. français tous les jours, toi? Ouais. Ça, c'est Ok. vraiment très Du coup, l'année énorme. dernière, j'avais 2 cours de français en une journée. Puis ça m'a vraiment tapé les nerfs. Parce que j'aime pas vraiment français, je préfère anglais. Mais après, c'est aussi... je comprends tout à fait ton point que l'art plastique, c'est hyper important, mais dans le milieu professionnel, pour le coup, maîtriser le français, c'est quand même vraiment une clé. Et tu sais, si tu postules, moi, ça m'arrivait de faire du recrutement. Je reçois des courriels de gens qui postulent. Il y a des fautes à tous les mots. T'es comme... Fais un effort. C'est que surtout avec tous les outils, il n'y a plus aucune excuse pour faire une Oui. faute. Je suis vraiment désolé. Là, je Aussi. suis un petit peu dur là-dessus, mais il n'y a plus aucune excuse. Il y a des robots qui sont là pour vous aider, guys. Comme, au pire, servez-vous-en. Tout le monde s'en sert, tu sais. Parce que... Mais bon. Mais par contre, ce que je trouverais important d'ajouter, c'est que, en effet, si vous avez des passions et des dons en art, c'est pas parce que l'art est moins valorisé à l'école que c'est pas important de développer ce don-là et de faire du dessin à côté ou de faire whatever la sorte d'art que vous aimez, ou d'explorer. Mais c'est pas parce que l'école ne met pas l'accent là-dessus que c'est pas important, surtout si ça vous plaît, si vous voyez que vous réussissez bien, parce que tout doit pas forcément passer par l'école. Et d'ailleurs, il y a plein de gens, les grands musiciens, je pense pas qu'ils aient appris vraiment la musique à l'école. Ils ont fait des cours à côté. Et c'est vrai que l'école, ça te donne une base, notamment français, maths, qui sont quand même des choses dont on a besoin au quotidien. Même moi, par exemple, les maths, c'était pas du tout mon fort. D'ailleurs, en France, on n'a pas besoin forcément de passer ces cours à... On peut... Moi, s'il avait fallu que je passe tous les cours de maths, je serais encore au secondaire à l'heure actuelle, en train de doubler. Mais c'est vrai que voilà, quand je fais ma comptabilité, je suis un peu obligée de faire des maths quand même. Qu'est-ce que... J'ai perdu le fil de ma pensée, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas bon aussi dans une matière qui est importante que ça va vous bloquer toute votre vie. Moi, tellement de fois, à chaque fois, il faut que tu améliores tes résultats en maths, il faut que tu améliores tes résultats en maths, et j'étais persuadée que genre, ça allait me bloquer toute ma vie. En vrai, j'ai juste choisi un métier où je fais pas de maths. Et voilà, maintenant je m'en sors. Et c'est la même chose, je me rappelle de gens qui étaient pas très bons en langue étrangère, ils ont choisi un métier où ils n'ont pas besoin de parler des langues étrangères, même si je trouve ça génial de parler des langues étrangères et je l'encourage, mais il y a des gens qui sont juste pas faits pour ça. Tu choisis un métier sur tes forces et pas sur tes faiblesses. Et je trouve que l'école te laisse penser parfois que si t'es pas bon dans une matière, ça va vraiment te suivre toute ta vie et que ça va te fermer toutes les portes, alors qu'en vérité, juste tu fais des choix de vie qui sont différents. Et puis, moi, quand on me disait « Ouais, mais les maths, ça ouvre des portes », oui, mais moi, j'ai pas envie de ces portes-là. Enfin, 100%. C'est quoi vos matières préférées, vous? Moi, en vrai, c'est maths. J'aime. Maths. Cette année, maths, c'était pas ma matière préférée, mais l'année passée, j'adorais mathématiques. C'est le seul cours où je me disais que c'est impossible, je skip ce cours. Ah ouais? J'aimais vraiment la matière de mathématiques en secondaire 2. Secondaire 3, j'aimais pas mon prof, donc j'aimais pas mathématiques. Donc c'est plutôt à cause du prof que de la matière? Non, mais l'année passée, comme ma prof, elle était normale. Puis cette année, j'aimais pas mon prof, donc j'aimais pas mathématiques. Sinon, ça n'a aucun rapport avec le prof. Mais lui, là, de cette année, il m'a juste trop énervé, donc... Et là, tu penses qu'à la rentrée, si tu as un prof avec qui ça se passe bien, tu vas de nouveau aimer mathématiques? Pas forcément. Ah. C'est aussi qu'est-ce qu'on a appris en maths cette année, les différents aspects qu'on a appris cette année, comme, c'est quoi?
J'ai complètement oublié en plus. Ah. Je dormais en classe en plus. La majorité de l'année de mathématiques, je dormais en classe. Et puis le monsieur, il m'a enlevé des points pour ça. Ouais, moi aussi, je peux dire ça. J'étais fan de maths, mais là, cette année, moi aussi... parce que nous, on utilise des ordinateurs en maths, puis c'est vraiment ennuyant. Puis je dormais, moi aussi, C'est chaque cours. monsieur... comment il s'appelle l'autre, Monsieur là? Côté. Oui, voilà, il fait rien, lui. Ça sort les noms. On va biper le nom. Oui, s'il vous plaît. Après, moi, il y a un truc aussi que j'ai vu avec mes collègues qui ont des enfants plus de votre âge, c'est que maintenant, avec Internet, vous pouvez aussi apprendre les choses vous-même. Enfin, moi, je me souviens, je ne vais pas faire l'ancienne, mais quand on avait un prof avec qui ça se passait pas bien, bah, c'était un peu difficile quand même de trouver des explications ailleurs. Et j'avais une collègue, elle me disait que justement le prof de maths de sa fille au cégep, il n'était pas très clair. Bah, elle regardait des vidéos sur YouTube de d'autres profs qui expliquaient la matière, et comme ça, elle comprenait et elle réussissait ses examens. Parce que maintenant, avec Internet, même si ton prof est pas bon, tu peux trouver d'autres profs qui expliquent, et tu peux apprendre comme ça. Non ? Est-ce que vous allez chercher parfois sur Internet ? Non ? Moi, oui. Ouais. Encore, ouais. 100%. Ben, cette année, en mathématiques, j'écoutais jamais le prof comme en classe. Même aux examens, comme il donnait des petits indices, je l'écoutais pas parce qu'il était tellement mélangeant. Comme c'est le pire prof de maths que j'ai jamais eu toute ma vie. Mais c'est quoi ? C'est qu'il est pas clair dans sa manière d'expliquer ? Oui, en plus, quand tu lui dis, et là, il dit « Mais je comprends pas, comment ça ?» on lui parle, et puis lui-même, quand il te répond, il parle d'un autre truc. C'est vraiment pas facile d'avoir une conversation avec lui. À chaque fois quand je rentrais chez moi, ou même pendant son cours, pendant qu'il expliquait un autre truc, moi je lisais tout le cahier de mathématiques, et des fois ça m'aidait, d'autres fois je me débrouillais comme ça juste par hasard, mais je me suis en sortie à la fin avec une moyenne de 77, je pense. Ok, donc Non, c'était pas mal. quand même correct. Ouais. 100%. Mais qu'est-ce que vous pensez du métier d'enseignant ? Toi, je sais que tu dis que ça t'intéressait. Mais vous avez l'impression qu'être enseignant, c'est facile aujourd'hui ? Non. Non. Mais en vrai, moi, à leur âge, j'étais vraiment enseignant, c'est mort. Genre, vraiment, je diabolisais tellement ce métier. Mais maintenant que j'ai un peu plus grandi, je pourrais jamais faire ça dans les secondaires, je pense. Mais à l'université, en fait, c'est complètement autre. C'est complètement autre. Du coup, ma vision, elle a vraiment changé en grandissant. Bah, en fait, moi, ma vision aussi de là où elle a changé, c'est que quand j'étais adolescente, pour moi, un prof, c'était un prof. Et je voyais pas l'humain derrière, j'ai l'impression. Et je me rends compte en vieillissant qu'en fait, les profs, c'est des humains comme les autres. Et il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et je me souviens parfois que quand personne écoutait et tout, je m'imagine, je me mets à leur place et je me dis ça doit être tellement déprimant de faire cours devant une classe qui t'écoute pas, tu dois te remettre en question, enfin j'espère. Mais moi ce que je retiens aussi, c'est que j'ai des profs qui étaient géniaux et qui ont aussi changé ma vie sur des aspects. D'ailleurs moi, une des raisons pour lesquelles j'aime autant lire, c'est que quand j'étais en première année du primaire, j'ai eu une prof qui était exceptionnelle et je pense que c'est une des chances de ma vie d'avoir eu cette prof. Parce que comme ça, j'ai bien commencé mon parcours et tout s'est bien passé parce que j'avais une belle expérience avec elle. Et c'est incroyable, je trouve, à quel point certains profs peuvent changer ta vie. Est-ce qu'il y a un prof qui a changé votre vie ? Non. Non. Ou en mal. En mal, j'ai une mauvaise expérience de secondaire 3, mais c'est pas grave. Juste en mathématiques. Ouais. Balance les noms. Mais parce qu'il abuse. En plus, tu sais qu'est-ce qu'il a fait ? Examen de fin d'année mathématiques. Je suis allée le voir à la fin du cours pour voir ma note. Il m'a donné 90. Il m'a dit non, attends, c'est trop. Tu dors en classe, je vais te baisser la note. Devant moi, il l'a fait. Moi, il m'est arrivé une mésaventure avec un prof. Je peux la raconter là. J'étais en école hôtelière. Et c'est un prof que je faisais beaucoup suer, que j'embêtais énormément, car j'étais très indiscipliné. Et le jour de l'épreuve pratique en cuisine, qui
qui comptait vraiment pour énormément de points, en fait, plus que des matières. En fait, il m'a fait un petit coup et il s'est vengé. Ah. Donc ça veut dire que... Pour que par tu exemple, rates. Ouais, c'est ça. Mais c'est de bonne guerre, comme on dit. En même temps, j'ai envie de dire, c'est humain. Enfin, tu sais, je trouve pas ça classe de la part d'un C'est pas prof. classe, mais... Mais quand t'as un élève qui t'a fait chier toute l'année, tu sais, au bout d'un moment, t'es un humain. Je l'ai rendu fou toute l'année, mais fou à un point, genre j'étais le diable de la classe. Ouais, mais je trouve Et ça. j'ai mis une pâte feuilletée au four. Et pour ceux qui savent, une pâte feuilletée, quand tu la mets dans un four, faut pas ouvrir le four. Faut que ça monte. Ok. Ok. Il a ouvert. Et mais moi, il m'a vu, j'étais rushé sur d'autres trucs. Ah, il l'a ouvert. Non. Il m'a fait l'ouvrir. Ah. Il m'a dit, ouais, faut que tu changes la pâte feuilletée de four. Et moi, j'aurais juste dû réfléchir et dire, bah non. Quand on met quelque chose au four, il y a certaines choses, quand on les met au four, on les laisse au four pour que ça se fasse. Tu vois. Après, il t'a aussi tendu un piège pour voir tes connaissances. Exactement. Parce que si aussi. t'avais réfléchi, t'aurais dit ah bah en fait je vais pas t'écouter parce que je sais que ça va ruiner. Fait que j'ai perdu, ça a compté pour 27 points. J'ai perdu 27 points Ah ouais. et j'ai pas eu l'épreuve. Ah. Mais je l'ai remercié quand même après, je lui ai dit c'était de bonne guerre. Ouais. Mais après, je pense que ce qu'il faut faire attention, c'est de pas laisser entacher son expérience par des profs. Tu vois, quand t'aimes une matière, je pense que c'est important de se rappeler que la matière, elle existe au-delà du prof. Moi, par exemple, quand j'étais en dernière année du secondaire, je parlais mieux anglais que ma prof d'anglais. Et c'était un peu compliqué parce que souvent, elle me disait « Ah non, tel mot, il n'existe pas ». J'étais comme « Si, je te jure que ce mot, il existe ». Parce qu'elle a vraiment une vision, elle avait habité en Angleterre et pour elle, c'était vraiment l'anglais qu'elle avait appris en Angleterre, dans sa ville. C'était le seul anglais qui existait. Et en plus, moi, je venais en vacances au Québec et tout, donc je voyais des mots plutôt d'anglais américain. Et je lui disais, je me rappellerai toute ma vie, elle me disait que le mot pharmacy n'existait pas. Je disais, si, ça existe. Elle me disait, non. Et j'aurais pu dire, ok, bah, je me mets à détester l'anglais parce que ça se passe pas bien avec cette prof. Mais en fait, au final, c'est quoi ? C'est une année de ma vie, même pas une année scolaire. Et après, je suis quand même partie faire des études à l'université d'anglais. Et parce que je pense que c'est important de se rappeler que qu'est-ce qui nous intéresse vraiment dans la matière ? Toi, qu'est-ce que tu as aimé en maths, par exemple, à une époque ? Et c'est pas parce que tu as eu un prof avec qui ça se passait pas bien que tu dois forcément faire une croix sur les maths. Peut-être que l'année prochaine, tu vas aimer. Peut-être que si tu vas au cégep en maths, tu vas t'éclater parce que tu vas retrouver ce que tu aimais vraiment dans les maths. Et c'est important de pas juste dire « Ah, bah, j'abandonne parce que ça s'est mal passé ». Et ça va être pareil quand vous allez travailler. Il y a des boss, je vous le dis. Le monde du travail, c'est pas toujours tout rose. Il y a des patrons, il y a des collègues avec qui tu t'entends pas bien. Bah, tant pis, faut avancer, faut chercher un boulot ailleurs, voilà. Mais se souvenir de ce qu'on aimait vraiment. Il y a beaucoup trop de gens qui se rendent malades au travail. Il faut vraiment faire attention à ça. Moi, ma mère, elle a arrêté de travailler 4 ans avant d'être à la retraite. Pendant 4 ans, elle n'avait pas de salaire. Et c'était où ça, où elle savait qu'elle allait tomber malade. Parce que sa job qu'elle avait eu pendant 28 ans, en fait, elle ne l'a jamais aimé. Donc, elle n'a pas pu se rendre à la retraite. Bah, en fait, au nombre d'années qu'il fallait. Quoi. Donc, c'est important de ne pas... Puis, comme elle disait, c'est assez dur quand même, le monde professionnel, je trouve. Les exigences, les deadlines, la manière dont on peut vous parler, l'environnement, l'ambiance. C'est hyper violent, je trouve, le monde professionnel. En France, encore plus. Ouais. Donc, il faut comme... Prenez le temps de faire quelque chose qui va vous mettre bien, puis pas vous rendre malade. Ouais. Puis se rappeler que ce n'est qu'un travail. Et mis à part si vous avez un travail vraiment où vous êtes médecin, bon là je vous conseille pas de se dire ah c'est qu'un travail, c'est pas grave si je me rate. Mais dans la majorité du temps, je veux dire, ça ne reste qu'un travail et si vous faites une erreur, c'est pas si grave. Après il faut éviter de cumuler les erreurs, mais c'est pas comme, pour le coup, un médecin qui opère un cerveau, s'il se rate là, il y a des conséquences, mais la majorité du temps, les conséquences, elles sont pas si énormes que ça. Et puis surtout, si vous vous sentez pas bien dans un travail, moi j'ai vécu ça. Moi, en fait, j'ai quitté la France parce que j'ai fait un burn-out quand j'avais 25 ans, parce que j'étais harcelée par mes patrons. Et c'était horrible, vraiment. J'étais pas la seule. Et j'ai pleuré au travail, tout le monde pleurait tout le temps. C'est vraiment... Et
déjà, pleurer pour le travail, c'est pas normal. Il y a Ouais. un moment où il faut se dire pourquoi je suis là, pourquoi je continue à faire ça. Et se rappeler, parce que les gens, justement, qui sont malsains, et malheureusement, il y en a, ils aiment bien te mettre la pression et te faire sentir mal et de ah bah tu veux partir, ça veut dire que tu vas abandonner, ça veut dire que t'es pas courageux, et être comme fuck you en fait, vraiment. Et parfois faut apprendre, ça c'est un truc très important dans la vie. Si vous êtes comme moi à la base je suis une bonne élève, j'aime bien faire les choses, j'aime que les gens ils soient contents. Il y a des gens ils seront jamais contents et il faut apprendre à leur dire non. Et après il faut pas faire sa girl boss et envoyer balader tout le monde là, mais c'est pas ce que je dis, mais il faut faire la part des choses, et parfois il y a des gens qui veulent pas du bien, et il faut aussi apprendre à les reconnaître, et ces gens là faut pas leur accorder d'importance en fait. Mais je pense que tu as raison, c'est très important de déposer ses limites au travail. Surtout moi perso, genre, j'ai commencé à travailler très jeune, à partir de mes 14 ans jusqu'à maintenant, et du coup, donc, j'ai tellement accepté de choses où je me dis, mais c'est pas normal. Non. Vraiment pas normal. Et c'est juste qu'on m'a jamais dit, en fait, et que aussi, j'étais tellement en soif d'argent, on va dire, que j'étais OK, mindset, argent, et que finalement, bah ouais, j'ai accepté des choses où vraiment il fallait pas, et que c'est vraiment important que dès que t'es jeune, tu déposes... si on t'engage, c'est aussi parce qu'on a besoin de toi, tu vois. Oui. Et que tu as une valeur aussi au travail, que tu as aussi quelque chose, toi, à donner. Et ce que tu donnes, est-ce que ça vaut ce prix-là? Est-ce que ça vaut tout ce qui se passe, tout cet environnement-là? Donc, c'est des questions à se poser. Et ça, c'est des compétences à acquérir. C'est normal de tâtonner. Et moi, je sais que justement, parfois, j'ai voulu mettre mes limites et peut-être que j'ai réagi trop fortement et tout, mais c'est quelque chose que tu apprends. Et... il faut aussi accepter, je pense que parfois c'est difficile d'accepter qu'il faut prendre le temps d'apprendre, mais clairement, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis parfois autour de toi, tu sais, on va te dire mais c'est normal, c'est un travail, c'est dur, puis t'es jeune, faut que t'apprennes, faut que tu sois humble. Moi, quand je travaillais dans le milieu de la communication, on me parlait tout le temps d'humilité, il faut être humble, par des gens qui eux-mêmes n'étaient vraiment pas humbles. Et en fait, pourquoi on nous disait qu'il fallait être humble? Parce que c'est parce qu'ils ne voulaient pas être remis en question. Et c'est ça. Je pense qu'il faut faire marcher son esprit critique. Et que tu trouves ta place petit à petit. Il faut accepter que ça va être compliqué à des moments, que tu ne vas pas forcément avoir les meilleures réactions. Et il faut aussi apprendre parfois à le reconnaître et à laisser peut-être s'excuser même. Mais c'est un tâtonnement et c'est un apprentissage. Est-ce que d'ailleurs, vous avez l'impression avec le siècle que parfois vous avez vécu des situations où ça, vous avez peut-être dû mettre vos limites, ou vous avez dû avoir des conversations peut-être un peu inconfortables avec des gens pour leur faire comprendre vraiment pourquoi vous étiez là, peut-être que leurs attentes n'étaient pas celles que vous pensiez? Moi, pour l'instant, non. Non. Tu vas parler de... Non, je pense pas. Non. J'avais des problèmes avec quelqu'un, mais là ça s'est bien passé. Et est-ce que tu as eu une conversation avec cette personne? Ouais. Et donc tu as exposé tes points et vous avez réussi à trouver un terrain d'entente? Ouais. Mature. Mais du coup, je crois qu'à un moment, on avait tous des problèmes avec une seule personne. Mais c'est personne... après... Moi, je sais pas. Je suis pas au courant. Ou alors... Mais... c'est lui qui est parti, là. Ah, lui. Mais on n'avait pas forcément des problèmes pas des problèmes avec lui, mais c'est juste qu'il ne respectait pas les règles et il ne faisait pas comme s'il voulait être là. Du coup, c'est quelqu'un qui faisait partie du projet avec vous. C'était pas un client. Ça marchait pas. Ok. Et ça marchait pas avec lui à chaque fois. Il comprenait pas c'était quoi l'erreur qu'il a fait, alors qu'on lui répétait à chaque fois. Et le plus pire, c'est qu'à la fin, il mettait la faute sur nous. Ouais. Comme quand on lui reprochait quelque chose, il disait que dans tout ce qu'on lui reprochait, il disait toujours que c'était notre faute. Ça, malheureusement, vous allez en croiser toute votre vie, des gens comme ça. Et c'est là qu'il faut apprendre à être fort et à
Voilà, et à pas trop donner d'importance à ces gens en fait. Mais je pense que finalement c'est pas plus mal que ça vous arrive jeune parce que comme ça vous prépare et ça vous permet de voir. Puis même à l'école, vous avez dû le voir, il y a des gens c'est jamais leur faute. Ça, les gens, moi c'est une de mes grandes réalisations quand je suis arrivée sur le marché du travail, c'est en fait les gens ne changent pas. T'as toujours le petit cancre, t'as toujours celui qui veut tout faire parfaitement, premier de la classe qui est tout le temps devant le patron, genre regarde ce que j'ai fait. Et il faut apprendre à composer avec ces personnalités qui, la plupart du temps, on a chacun nos défauts et nos qualités. Et apprendre à tirer le meilleur de chaque personne, en fait. Ouais, vraiment. Mais je pense que vraiment, le milieu du travail, c'est là que j'ai pris le plus d'expérience. Parce que j'ai tellement fait de travail. Oh, vraiment. Puis surtout, quand tu commences jeune, tu commences en bas de l'échelle. Et c'est fou comment les gens se permettent des choses. Tu vois, rien que moi, je vois maintenant, j'ai 32 ans. J'arrive, je dis, je suis journaliste. Les gens, ils se comportent tellement pas pareil avec moi que quand j'avais 20 ans et que je faisais des petits boulots où là, c'était vraiment, pour eux, j'étais une serpillière, quoi. Et c'est ça, et je trouve que c'est dur parce que t'as pas d'expérience, t'es pas très mature. Et en plus, les gens, si le moment, ils sont le pire avec toi. Ouais, c'est vraiment vrai. Et tu fais des boulots qui sont durs. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on valorise pas assez, mais souvent, les boulots que tu fais quand tu commences, c'est des boulots qui sont difficiles. Moi, par exemple, j'ai gardé des enfants. Tout le monde pense que c'est un truc facile et tout. Ça, tu te fais de la petite argent de poche. T'as quand même la responsabilité d'être humain. Enfin, moi, surtout, assez jeune, je gardais des bébés. Enfin, j'avais la vie d'un être humain qui n'a aucune autonomie entre mes mains, quoi. Mais c'est même vous, avec la siècle, quand même, quand je vois que vous faites du jardinage chez les gens, etc., avec un plein soleil, des fois, je me dis force à vous. Ouais, j'avoue. Et les gens, ils vous remercient, ils sont comment ? Bah, les particuliers, surtout genre les résidents, ils sont compréhensibles et genre, ils nous aident parfois. Par exemple, moi, je travaille chez quelqu'un, puis genre, à chaque fois que je vais chez elle, genre, elle nous aide toujours à faire les corvées. Comme elle nous aide vraiment, elle nous fournit même le matériel. Puis des fois, parce que vu que c'est tôt le matin, des fois, elle nous propose même à manger. C'est et cool. genre, elle est vraiment compréhensible. Et elle sait qu'on est des jeunes. Et comme elle sait qu'on ne peut pas tout faire, tu vois. Du coup, elle nous apporte notre aide. Ouais, moi aussi, je l'aime bien. Ouais. J'essaie toujours d'avoir le même contrat avec elle chaque semaine. Mais toi, tu parles de qui ? Isabelle ? Non, c'est pas la même personne dont vous parlez. Non, vous parlez pas de la même personne. Ouais, toi, tu elle parles a de les mêmes Patricia. traits. Ouais. Elle a le même trait qu'elle. Ouais, elle nous aide. Elle vous donne à manger aussi ? Ouais, elle aussi. Ok, je savais pas ça. Elle est vraiment gentille. Ça se pour trouve, le- elles sont vraiment amies. gentille. Mais Isabelle, on m'avait dit que les jeunes l'aimaient vraiment bien. Ouais. Mais ça nous est déjà arrivé, par exemple, l'année dernière, de vraiment tomber sur des particuliers beaucoup plus compliqués, par exemple, où justement les jeunes ont fait le travail et que la personne n'avait vraiment pas aimé. Du coup, donc, elle n'avait pas autorisé les jeunes à sortir de chez elle. Ben, je rigole, mais nerveusement. Tant que le travail n'était pas fini comme elle voulait. Oui, exactement, sauf que... Et elle voulait pas payer en Ça plus. s'appelle une prise d'otage. Exact. Ouais, du coup, on a dû arriver en urgence. Et ma collègue est arrivée en urgence là-bas et essayer de régler la situation. Mais ouais, du coup, donc, les particuliers, c'est quand même un peu plus dangereux, on va dire. Dangereux. Conflictuel, plus facilement conflictuel, je vais dire, que par exemple les organismes comme par exemple Isabelle qui travaille en Ville en Vert, où là c'est beaucoup plus cadré, c'est beaucoup plus... on a confiance parce que c'est des partenaires dont on travaille avec eux depuis plus de 11 ans, donc ça marche. Puis, quand vous allez chez les particuliers, vous êtes toujours au moins 2 personnes ou... Ouais. Parce que ça, c'est aussi rassurant de ne pas être tout seul avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ouais, il y a toujours un chef d'équipe qui est là et normalement, pour la première ou la deuxième fois, il y a toujours un des 3 cordeaux qui viennent avec eux pour vraiment créer un lien avec la dame, voir que tout est sécuritaire. Et de là, ensuite, on les laisse plus autonomes. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines personnes chez qui vous avez travaillé, avec qui vous allez garder des liens ? Je pense que ouais, parce que si les circonstances fait qu'on se revoit, on va toujours se dire bonjour, puis parler normalement, parce que c'est en travaillant avec eux qu'on fait aussi des liens, parce que c'est des résidents du quartier que peut-être on peut croiser sans les connaître,
Puis c'est vraiment en travaillant chez eux et qu'on fait des liens. Et je trouve que travailler chez les particuliers, c'est meilleur que travailler avec les organismes. Parce que chez les particuliers, c'est vraiment un attachement. Genre, tu as envie d'aller chez la personne, l'aider dans ses corvées. Oui, puis ça crée un vrai esprit d'entraide dans le quartier. Et quand je parlais de réseau, bah, vous voyez, ces gens-là aussi, vous savez jamais, enfin, je sais pas ce qu'ils font dans la vie, mais on sait jamais, peut-être qu'un jour vous voudrez faire un stage, vous en parlez à cette personne et elle vous dit « Ah bah j'ai ma meilleure amie, elle travaille à tel endroit ». 100%, c'est vrai. Merci à vous. Merci. Merci. Nos épisodes sont disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify, ainsi que sur YouTube à MDJ BC Studio. Ces balados sont présentés par la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville.